Mesdames et messieurs, membres de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs et chers amis qui accompagnaient Sociétal dans ces conférences, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bonsoir à tous. Je vous accueille dans un contexte très particulier ce soir, bien évidemment, à cause de la crise sanitaire que nous traversons, mais si elle nous empêche malheureusement de nous retrouver tous à l'Institut, je suis ravi de vous savoir aussi nombreux en ligne. Nous avons souhaité bien sûr respecter les consignes et nous sommes ici à l'Institut dans la jauge prescrite, moins de 6 personnes. Mais je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre en visio et ceci nous encourage dans l'intérêt que vous pouvez trouver à ces conférences. Nous avons choisi de maintenir la tenue de cette conférence physiquement pour quelques-uns d'entre nous, et notamment notre invité à l'Institut, parce que nous sommes très honorés de ce symbole fort du partenariat entre Sociétal, qui est le média de l'Institut de l'entreprise, et l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Et permettez-moi de commencer par remercier ceux qui nous reçoivent en ces lieux ce soir, comme les précédentes conférences, à commencer par M. Xavier Darcos, le chancelier de l'Institut de France, et M. Jean-Robert Pitt, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Je profite également de l'occasion pour saluer nos autres partenaires de Sociétal, et tout d'abord l'Association des journalistes économiques et financiers, bien évidemment son président Emmanuel Cuny, mais son vice-président Philippe Plassard, qui relaieront nos questions à notre invité ce soir, mais surtout qui nous sont si utiles pour participer à l'effort de diffusion à destination des journalistes et de l'ensemble du public de ces conférences. Je salue aussi New Police, le forum numérique réunissant plus de 500 étudiants des plus grandes universités mondiales, qui retransmet notamment notre conférence en live sur Facebook. Ce soir, chers amis, j'ai le plaisir d'accueillir M. Baudouin Roger, notre invité d'honneur, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Ancien élève de l'école polytechnique et d'HEC, Baudouin Roger est également prêtre du diocèse de Paris et co-directeur du département de recherche économie et société au Collège des Bernardins. Et les travaux de ce Collège des Bernardins, menés de longue date sur l'entreprise, ont largement influencé les réflexions qui ont conduit au rapport Nota-Sénar, puis à la loi Pacte. Et ce soir, nous allons aborder la thématique gouvernance et raison d'être des entreprises. Nous portons tous les deux, Baudouin Roger et moi-même, depuis longtemps, une vision que je dirais élargie du rôle des entreprises et de leur raison d'être, à savoir que c'est en étant utile au plus de parties prenantes possible qu'une entreprise sera prospère. C'est parce qu'elle est utile qu'elle est prospère et non l'inverse, et parce qu'elle sera davantage utile qu'elle sera davantage prospère dans l'avenir. L'entreprise, c'est avant tout un projet collectif. Et c'est dire si la thématique de ce soir, gouvernance et raison d'être des entreprises, nous tient à cœur à tous les deux. Mesdames et messieurs, avant d'accueillir Baudouin Roger, je passe la parole à Aude de Castel, la directrice de Sociétal, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à saluer les membres de l'Académie des sciences morales et politiques et vous, Monsieur le Président, cher Antoine Frérot. Je suis heureuse et honorée de vous retrouver pour une nouvelle conférence de Sociétal à l'Institut de France. Je tiens en premier lieu à excuser l'absence de Jean-Marc Daniel, président de Sociétal, retenu pour des raisons de changement d'horaire inhérents à la situation inédite que nous vivons. Mais avant d'engager nos débats, en ce moment terrible pour notre pays, Sociétal et l'ensemble du comité éditorial tiennent à s'associer à l'hommage qui sera rendu à Samuel Paty mercredi prochain. En ce haut lieu du savoir, qui fut d'abord une école créée en 1661 par Mazarin
et qui a pour objet, pour raison d'être, l'utilité générale et la gloire de la République. Rappelons-nous l'appel à la vigilance de Jean Zay, panthéonisé en mai 2015. Il disait, je le cite, « Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. » Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, nous avons souhaité maintenir cette rencontre dans ce lieu prestigieux malgré les circonstances de la crise sanitaire et de ce contexte si particulier qui est le nôtre depuis quelques mois. L'Institut de France est en effet le symbole du partenariat qui nous lie avec l'Académie des sciences morales et politiques. Néanmoins, pour pouvoir garantir à tous nos invités de participer à cette conférence, nous avons recours ce soir aux opportunités que nous offrent les nouvelles technologies. Nous sommes ainsi suivis en direct sur Facebook grâce à l'association New Police, représentée, comme vous le disiez, Président, à l'instant, par Louis Lalanne, qui anime le Facebook Live, et sur Twitter et LinkedIn via les comptes de Sociétal, ainsi que sur la plateforme Zoom en conditions de visioconférence avec quelques règles que je vais vous rappeler dans quelques instants. Ces canaux nous permettent également d'étendre notre auditoire et ainsi de partager le fruit de nos réflexions et de nos travaux avec le plus grand nombre. La résilience est l'une des clés de ce monde d'avec, selon votre expression, Antoine Frérot. Sachons transformer en opportunités les contraintes qui nous sont imposées. Je vous remercie d'ailleurs, Monsieur le Président, pour vos mots d'introduction. Votre entrée en matière sur la thématique qui nous rassemble ce soir a rappelé l'intérêt du sujet de la gouvernance des entreprises et de son corollaire, la raison d'être. Cette thématique a été choisie par le comité éditorial de Sociétal de façon unanime avant le confinement. Les circonstances comportaient le risque qu'elle apparaisse datée ou peu pertinente au regard des enjeux actuels. Au contraire, nous avons par la suite observé que la Covid-19 et la période de confinement ont été un formidable révélateur des tendances à l'œuvre et ont amené tous les acteurs de la société à se remettre en question, à repenser leur rôle et leurs attentes envers les autres. Les entreprises ont pu à cette occasion faire valoir leur rôle central. Les Français ont d'ailleurs jugé qu'elles étaient à la hauteur des enjeux de la crise. C'est ce que nous apprenait le récent sondage de l'Institut ELAB pour l'Institut de l'entreprise, paru le mois dernier et qui s'intitule « À quoi servent les entreprises ?» La raison d'être de l'entreprise est donc toujours l'un des grands enjeux naturellement plébiscités et replébiscités ce soir. Et mieux encore, le dernier comité éditorial de septembre dernier a été particulièrement fructueux sur le choix des différents contributeurs à venir pour le prochain numéro de notre revue trimestrielle qui paraîtra en janvier prochain sur le thème de notre conférence de ce soir, Gouvernance et raison d'être. Pour nous en parler, nous accueillons à présent Baudouin Roger, à qui je laisserai la parole dans quelques instants. Je ne vais pas présenter Baudouin Roger, président, puisque vous l'avez fait, et je vais juste préciser que Baudouin Roger a notamment publié 2 ouvrages remarqués sur le sujet de l'entreprise. Penser l'entreprise, Nouvel horizon du politique, avec Olivier Favreau, paru en 2015, et L'entreprise, forme de la propriété et responsabilité en 2019. Mais bon, je sais que vous avez tous hâte de l'écouter, j'en suis certaine. Avant cela, quelques détails pratiques concernant le déroulé de l'événement. Cette conférence, je vous l'ai dit au début, se veut interactive. Nous souhaitons, malgré la distance, que chacun puisse participer. Vous avez ainsi la possibilité de poser vos questions à Baudouin Roger en direct, sur les réseaux sociaux ou via l'adresse mail web@idep.net. Certains ont commencé à le faire depuis plusieurs jours déjà. À la fin de cette conférence, Philippe Plassard, rédacteur en chef au Nouvel Économiste, vice-président de l'AGEF, interviewera et relaiera l'essentiel de vos questions à notre invité. Pour finir, j'annonce la sortie de la nouvelle édition de Sociétal dédiée au climat et à la nature, une thématique qui, me semble-t-il, occupe désormais vos recherches, cher Baudouin Roger. C'est une publication d'une grande richesse, avec les points de vue de nombreuses personnalités et experts de premier plan. Vous y retrouverez notamment la contribution de Christian Gaulier, économiste et grand témoin de notre précédente conférence en février dernier. Vous découvrirez aussi une interview croisée de très haut niveau avec Antoine Frérot et Jean Jouzel, mais aussi des analyses, notamment celle de Didier Blanchet, directeur des études et des synthèses économiques de l'INSEE, Blanche Ségrestin,
professeur à l'école des mines ParisTech, que vous connaissez, cher Baudouin Roger, ou encore Arnaud Leroy, président directeur général de l'ADEME. Mesdames et messieurs, je passe à présent la parole à Baudouin Roger et je vous souhaite à mon tour une excellente soirée. Baudouin, c'est maintenant à vous. Bien, d'abord permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président, cher Antoine, de vous remercier de m'accueillir, de me donner l'opportunité de parler de cet endroit prestigieux. Si j'ai été invité ce soir, c'est principalement en raison des recherches que nous avons menées au Collège des Bernardins et que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec le professeur Olivier Favreau. Donc ces recherches se sont déroulées pendant 9 ans, elles ont associé une trentaine de chercheurs de disciplines diverses et un certain nombre d'acteurs de l'entreprise qui ont aussi contribué très activement à nos travaux. Je voudrais d'abord rendre un hommage particulier à ces chercheurs pour la qualité de leur travail. Alors sans les nommer tous, je nommerai bien sûr Armand Etchel, qui a été mentionné juste à l'instant, aussi Jean-Philippe Robet, avocat d'affaires, qui a été une contribution importante au début, mais aussi tout au long du programme. Je citerai aussi Antoine Lioncan, avec une pensée plus particulière aussi pour François Aymar Duvernay, et puis de jeunes chercheurs qui nous ont accompagnés au long de cette aventure, dont notamment Blanche Crestin, Kevin Levillain et Stéphane Vernac. Leurs travaux, comme cela a été dit, ont nourri et renouvelé le débat sur l'entreprise. Un certain nombre de leurs réflexions et de leurs propositions ont trouvé un écho au plan politique, d'abord dans le rapport Nota-Sénard, à qui on doit la paternité de la notion de raison d'être, mais et ultimement dans la loi Pacte qui a abondamment repris un certain nombre d'intuitions et de réflexions de nos chercheurs. Alors mon propos s'appuiera principalement sur ces travaux de recherche, de manière secondaire sur mon expérience de cadre dirigeant, et puis enfin peut-être plus dans la phase de questions, puisque je suis prêtre depuis, après avoir passé 14 ans en entreprise, je donnerai quelques indications sur la manière dont l'Église s'intéresse et réfléchit à ces questions. Alors avant de rentrer dans le cœur du propos, quelques mots pour situer le Collège des Bernardins et le projet que nous avons mené. Le collège se veut être un espace de dialogue et de recherche pour l'Église et pour la société. C'est très précisément sa raison d'être. À l'intérieur de ce collège, le pôle de recherche vise à contribuer aux grandes questions qui traversent notre société, et le département économie et société, qui en fait partie, a lancé ainsi, dans ce contexte, un appel public à proposition en juin 2008 sur le thème de l'entreprise pour interpeller la communauté académique à travers les sites du CNRS et de l'Agence nationale de la recherche. Il s'agissait donc de mobiliser un certain nombre de chercheurs, donc en tenant compte des exigences propres à la recherche académique, en particulier l'autonomie des chercheurs et l'absence de tout a priori. Notre objectif était double. D'abord, il était de produire des idées nouvelles et en même temps et au même niveau de diffuser ces idées pour contribuer aux réflexions en rejoignant les acteurs. J'ajoute à ce propos que le Collège des Bernardins n'est pas un think tank militant et moins encore une agence de lobbying catho. Et nous nous abstenons absolument, résolument, d'entrer dans le débat politique. Et je l'illustrerai en rappelant qu'après le dernier colloque de mars 2018, nous nous sommes tenus volontairement à l'écart de tous les débats qui ont précédé la discussion et l'élaboration de la loi Pacte. Donc, si nos travaux ont eu des retombées, c'est essentiellement en raison de la qualité des idées proposées. C'est parce que les idées étaient pertinentes qu'elles ont trouvé un écho auprès des décideurs. C'est parce qu'elles étaient pertinentes qu'elles ont contribué à faire évoluer les points de vue. Et cela a confirmé les postulats qui étaient au départ de notre recherche, qui sont de
de deux ordres. D'abord, le fait que les idées sont importantes. Lors du premier colloque, en avril 2011, Antoine Frérot l'avait lui-même rappelé, en nous rappelant qu'il fallait avoir confiance dans les idées et dans leur pouvoir de transformation. Et la deuxième conviction, deuxième postulat, c'est que l'histoire n'est pas écrite. Le futur est à construire, il nous appartient, et les idées que nous produisons y contribuent. Alors pour évaluer ce soir la portée de la loi Pacte ou de ses retombées, en particulier au regard de la raison d'être et de la gouvernance, je vous propose de faire d'abord un retour historique sur la manière dont nos conceptions de l'entreprise et du rapport aux actionnaires ont évolué dans le temps. En rappelant ce profondeur historique, ça nous permettra de bien percevoir que l'émergence de cette notion de raison d'être est le produit d'une histoire. Et dans la mesure où cette histoire continue, la nature et l'ampleur des effets de cette loi, vous le comprendrez bien, restent largement indéterminés. Ils dépendront de la manière dont les acteurs s'en saisiront, la comprendront et la porteront. Je développerai donc ensuite quelques facteurs qui m'apparaissent importants parce qu'ils conditionnent justement les retombées possibles de la loi Pacte. Enfin, je pense que les questions permettront de préciser davantage quelques points qui le méritent et sur lesquels j'aurais dû être un petit peu rapide. Commençons d'abord par un bref retour historique. Je voudrais situer quelques moments qui marquent trois périodes très distinctes. D'abord, dans les années 60, les États-Unis se trouvaient en perte de vitesse par rapport à l'économie japonaise. L'explication qui a été avancée comprenait d'abord un diagnostic qui s'énonce ainsi: une allocation sous-optimale du capital qui serait liée à une gestion insuffisamment rigoureuse de cette ressource. À ce diagnostic étaient associées des causes, en particulier une trop large autonomie des dirigeants, corrélative d'un insuffisant pouvoir des actionnaires. De cette analyse résultaient les conclusions suivantes: il fallait renforcer le pouvoir des actionnaires réputés propriétaires de la société. On l'a fait à travers deux types de mesures en particulier. D'une part, renforcer le contrôle sur les dirigeants et leur alignement, en particulier par des incitations financières. Et deuxièmement, en renforçant ce qu'on appelle le marché du contrôle, c'est-à-dire la facilité à déclencher des OPA et donc à sanctionner les entreprises qui seraient ou les sociétés qui seraient sous-optimales. Alors, le marqueur historique de cette évolution, c'est bien sûr l'article de Milton Friedman de 1973, mais ça c'est bien connu. Ce que l'on sait moins et que je voudrais souligner, c'est que cette évolution a suscité une résistance assez forte du patronat américain. Le Business Roundtable, qui est une association équivalente à notre AFEP, a été fermement opposé à cette évolution. Ainsi, dans leur Statement on Corporate Responsibility de 1981, ils écrivaient qu'il fallait que le dirigeant trouve un équilibre entre les attentes légitimes de toutes les parties. Ce document souligne donc l'importance de la neutralité pour les dirigeants américains. Pour eux, cette neutralité à l'égard des différentes parties est requise de manière à pouvoir prendre en compte, d'une part, le retour légitime attendu par les actionnaires, mais aussi les intérêts des clients, des salariés, des fournisseurs et des communautés. Cette première période est donc marquée par la résistance du patronat américain à l'affirmation croissante de la prééminence actionnariale. Cette période s'est achevée globalement à la fin des années 80, où le patronat américain a progressivement endossé la primauté actionnariale. À cette époque,
des idées largement diffusées sont devenues dominantes, notamment l'idée que l'actionnaire serait propriétaire de l'entreprise, que les administrateurs et dirigeants devraient être les agents des actionnaires et que, en vertu de l'efficience supposée des marchés, la valeur boursière était le meilleur indicateur, voire l'indicateur exclusif permettant de guider l'action des dirigeants. Le marqueur de cette évolution, c'est la publication en 1999 par ce même Business Roundtable, dans toujours ce rapport sur la corporate governance, qui indique le pouvoir primordial de la direction et des conseils d'administration est envers les actionnaires de la société. Les intérêts des autres parties prenantes sont donc seconds par rapport à l'obligation envers les actionnaires. Ainsi, à la fin des années 90, on est passé de ce que l'on a appelé le capitalisme managérial à un capitalisme actionnarial ou financier, dont les excès qui se sont révélés ensuite sont aussi problématiques dans d'autres domaines. Je souligne d'abord un problème juridique, dans la mesure où les dirigeants administrateurs se considèrent comme les agents de l'actionnaire. Les actionnaires contrôlent ainsi, certes de manière indirecte, mais réelle, les orientations de la société. Or, ils le font sans en assumer les responsabilités, puisqu'ils sont dotés, ils jouissent de la responsabilité limitée dans la plupart des sociétés dont ils sont actionnaires. Deuxième type de problème qu'on a vu apparaître et qui est encore prégnant aujourd'hui, c'est un problème de cohésion de l'entreprise, voire de cohésion sociale, au sens où le dirigeant se considérant comme agent de l'actionnaire est perçu comme tel par les salariés qui sont donc enclins à considérer que le dirigeant sert des intérêts qui ne sont pas alignés avec les intérêts des salariés. De même, l'accroissement important de la rémunération des dirigeants crée un fossé entre ces deux parties de l'entreprise, la direction et les salariés, voire même au-delà de l'entreprise, crée des problèmes d'inégalité de revenus qui peuvent menacer la cohésion non seulement de l'entreprise, mais de la société dans son ensemble. Cette deuxième période s'achève à peu près dans les années que nous vivons et où dans la période dans laquelle nous sommes en train d'entrer, on retrouve une tendance à retrouver une gouvernance plus équilibrée entre les parties prenantes. Cette évolution a été marquée par la publication à l'été 2019 par cette même Business Roundtable d'une position qui se voulait plus équilibrée, puisqu'ils écrivent que les sociétés partagent un engagement fondamental envers toutes leurs parties prenantes, dans l'ordre clients, employés, fournisseurs, communautés et actionnaires. Alors, en conclusion de ce bref parcours, que peut-on dire? D'abord, on constate que nos représentations et nos doctrines varient. Et elles varient sous l'influence d'idées qui s'installent, qui deviennent dominantes. En d'autres termes, il y a une certaine plasticité de l'histoire. Alors, ce constat sur les évolutions historiques, il est pour nous un encouragement à l'audace. Il ne faut pas avoir peur d'exercer son sens critique. On peut penser, on peut chercher à penser en dehors de la doxa dominante. Pour mon propos ce soir, ce constat m'incite aussi à la prudence, au sens où, alors que je m'apprête à développer des analyses des conséquences de l'établissement de la notion de raison d'être, et à considérer les changements qu'on pourrait en attendre, nous voyons bien que le futur reste incertain, il est à construire, et donc nous sommes conduits à examiner ensemble les évolutions d'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis la promulgation de la loi Pacte il y a un peu plus d'1 an, et puis ensuite les conditions des prolongements de ces évolutions. Alors quelques mots sur ce qui s'est passé depuis la promulgation de cette loi.
il me semble que l'on peut dire que les évolutions que porte cette loi ont été plutôt bien accueillies. Il apparaît qu'un nombre relativement important, voire étonnamment important d'entreprises ont élaboré une raison d'être ou ont engagé des processus visant à l'énoncer ou y réfléchissent. Alors bien sûr, suivant les cas, il s'agit de démarches qui sont incantatoires, parfois, où la raison d'être est plutôt perçue comme un élément d'affichage, une sorte d'élément de communication, une bannière marketing qui viendrait prendre le relais des déclarations des valeurs de l'entreprise ou des mission statements que nous avons connus dans les décennies précédentes. Mais on constate aussi que pour nombre d'entreprises, il y a un engagement très solide sur cette question de la raison d'être, qui est vue comme une sorte de texte directeur, voire fondateur, une forme de constitution de l'entreprise, dit Martin Richer, et qui précise le projet de l'entreprise et qui est à même d'accompagner l'entreprise dans la conduite de ce projet. Alors, dans ce processus d'élaboration d'une raison d'être, il y a bien sûr l'énonciation de la raison d'être, expliciter le pourquoi, ce que les Américains appellent le purpose de l'entreprise. Mais pour être vraiment sérieux dans cette démarche, il faut d'abord que cette élaboration ne soit pas limitée au cénacle de directeur de la communication ou de quelques dirigeants, mais qui soit associés les éléments structurants d'entreprise et notamment les salariés, voire même les parties prenantes. Ensuite, pour que cette démarche soit réellement féconde et porte tous ses fruits, il apparaît important, comme ça a été réalisé dans un certain nombre d'entreprises, que l'énonciation de la raison d'être soit associée à un document qui en décline les conséquences sur les différentes parties prenantes, voire même, pour être totalement complet, qu'elle soit associée à l'explicitation de dispositifs concrets de soutien à la mise en œuvre effective de cette raison d'être, à savoir des engagements, des indicateurs, voire même des incitations. Dans ces conditions, on peut comprendre que la raison d'être puisse devenir réellement une référence qui puisse mobiliser largement les parties prenantes à l'entreprise et en premier lieu les salariés. Alors la loi Pacte prévoit en outre qu'il soit possible d'intégrer cette raison d'être dans les statuts. Alors cela change significativement le contexte dans la mesure où d'abord cela suppose un vote à l'Assemblée générale des actionnaires, mais cela donne à cette raison d'être une portée juridique et non plus simplement déclarative. En outre, cela lui assure une réelle pérennité puisque pour la changer, il faut à nouveau un vote en Assemblée générale. D'après mes informations, il y aurait actuellement 6 des 120 entreprises du SBF qui auraient effectivement intégré leur raison d'être dans les statuts. Cela peut paraître peu, mais je trouve que c'est déjà pas mal. En outre, je crois qu'il faut souligner que le nombre d'entreprises qui ont engagé une réflexion dans le sens de sa raison d'être manifeste qu'elles ont reconnu là une attente importante, incontournable, à laquelle il fallait répondre. En effet, il me semble qu'il s'agisse des jeunes à embaucher ou des clients, voire des partenaires ou des territoires, nombreuses sont les parties qui souhaitent que les entreprises puissent préciser leurs projets en explicitant leur raison d'être. Et donc, je pense que, bien qu'on dispose de peu de recul, on peut considérer que le bilan, après un peu plus d'un an, est positif, bien qu'il reste fragile. Là encore, le futur reste à construire. J'en viens à mon deuxième point, sur les facteurs qui peuvent contribuer à
donner une portée, une efficience à cette transformation législative. Le premier point que je voudrais souligner, concerne d'abord la conception qu'ont les dirigeants et les administrateurs de l'entreprise et du rôle des actionnaires. Après avoir entendu pendant 40 ans que les actionnaires étaient propriétaires de l'entreprise, on peut maintenant penser, comme l'avait indiqué Jean-Philippe Robé dès 1999, que les actionnaires sont propriétaires de leurs actions et que ça n'en fait pas les propriétaires de la société et que la société n'est pas l'entreprise. Ainsi, situer de manière plus juste la place et la contribution des actionnaires permet de situer, là aussi, de manière plus juste, le rôle des dirigeants et des administrateurs. D'un point de vue juridique, on peut rappeler tout de même que leur alignement sur les actionnaires ne va pas de soi. Cela supposerait d'identifier l'intérêt social à l'intérêt des actionnaires, ce qui n'est pas tout à fait immédiat. En outre, le Code civil, depuis la loi Pacte, stipule que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Enfin, le droit souligne qu'il y a une certaine autonomie du dirigeant pour conduire la société, en conciliant donc, en tentant de concilier au mieux les intérêts des actionnaires et des autres parties affectées. Donc, il m'apparaît que le premier élément qui conditionne la portée de la loi Pacte, c'est la manière dont les dirigeants et administrateurs pensent leur rôle, qu'ils ne se pensent pas comme des agents des actionnaires, mais plutôt, ou d'abord, comme les responsables d'un projet entrepreneurial. Un deuxième facteur sur lequel je voudrais attirer l'attention et qui a été mis en évidence par les chercheurs des Bernardins, c'est le regard que nous portons sur le travail. Il est communément vu comme un facteur de coût, qui est d'ailleurs largement substituable, et un facteur de coût qui est en outre associé à de la pénibilité. D'où notre souci commun d'en réduire la durée par tous les moyens possibles. Il nous apparaît qu'il faut corriger cette vision largement réductrice du travail et souligner, bien sûr sans nier ni la pénibilité ni le coût du travail, en souligner l'importance et le caractère positif du travail. Les salariés ne sont-ils pas la première richesse et la première ressource de l'entreprise? En outre, le travail est créateur et l'entreprise est un lieu d'apprentissage où les collaborateurs développent, accroissent leurs compétences et par là leur valeur et leur capacité à en créer. Cet apprentissage, il a bien sûr une dimension individuelle, apprentissage de savoir-faire, de tour de main, etc. Il a aussi une dimension collective que les chercheurs ont largement soulignée et que je vais développer de manière un peu plus large, puisque ce sera un troisième facteur, c'est de voir et de percevoir l'importance du collectif qui constitue cette communauté de personnes qu'est l'entreprise, et en particulier au regard de l'apprentissage, comme je viens de l'évoquer, mais aussi au regard de l'innovation. Les chercheurs du Collège des Bernardins ont caractérisé l'entreprise, je cite, comme un espace de création collective. Ils ont mis en évidence le fait que les potentiels qu'offre, que constitue la coopération, tant en termes d'apprentissage que d'innovation. En effet, quelles que soient les compétences des salariés, elles sont toujours limitées et ces limites peuvent être dépassées par justement la coopération au sein du collectif qui permet d'abord de transmettre l'expérience entre les collaborateurs d'entreprise et en particulier aux plus jeunes, mais aussi, et peut-être plus fondamentalement, d'ouvrir non seulement les horizons, mais les capacités de l'entreprise à inventer des choses nouvelles.
D'une part, parce que quand on met des gens ensemble, on étend les référentiels cognitifs, on permet aussi de conjoindre des domaines de connaissances qui sont très distincts et par là d'inventer de nouvelles applications, de nouveaux services, de nouveaux produits et bien sûr, comme on le sait bien communément, de stimuler l'imagination des participants. Ces quelques réflexions nous conduisent à un autre registre qui porte sur les interrogations que l'on peut se poser sur les fondements ultimes de la performance économique de l'entreprise. Alors bien sûr, les économies sont nécessaires. Il faut éviter les gaspillages, il faut limiter les surcoûts inutiles. Néanmoins, il nous faut constater que l'essentiel, la plus grande part de la marge et du profit des entreprises est réalisée sur des produits récents qui sont liés à des innovations. Nous voyons là que la performance économique, au-delà de la bonne gestion, repose plus fondamentalement sur la capacité de l'entreprise à concevoir, à proposer et à vendre des produits et services utiles, innovants. Pour prendre un exemple très simple à propos de PSA, bien sûr, il faut fermer Aulnay s'il y a des surcapacités de production, mais le plus important et certainement le plus difficile, c'est d'inventer la 308 qui sera la voiture de l'année. Alors pour cela, il n'y a pas de recette magique. Comment rendre un collectif créateur, ça n'est pas si évident. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cela repose sur l'engagement des collaborateurs et sur leur coopération. C'est en ce sens qu'on peut dire que la qualité du collectif que forment les collaborateurs, c'est là que repose le levier principal de la performance de l'entreprise. Et à cet égard, la raison d'être peut y contribuer très directement, d'abord en explicitant et donc en donnant un sens partagé à l'action commune, et de même, dans la mesure où la raison d'être guide les décisions et la stratégie de l'entreprise, elle leur permet d'avoir une cohérence accrue. En conséquence, elle accroît aussi leur lisibilité et la capacité d'adhésion des personnes qui en sont affectées ou qui ont à les mener. Nous voyons dès lors que si les effets d'une telle évolution sont liés à l'engagement des collaborateurs, la seule énonciation d'une raison d'être demeurera insuffisante. Il faut nécessairement lui associer d'autres dispositions qui conditionnent très directement le degré d'engagement des collaborateurs et en particulier l'association des collaborateurs aux réflexions et aux décisions. Cela concerne d'abord, bien sûr, la gouvernance, une gouvernance qui fasse une place plus large aux salariés dans les conseils d'administration. Cela concerne aussi les modalités de management, un management qui honore et suscite et responsabilise davantage les collectifs. À cet égard, je voudrais mentionner un dernier facteur d'évolution qui est aussi une incertitude, qui porte sur les dispositions des collaborateurs et des acteurs syndicaux à s'engager dans cette démarche. En effet, les syndicats ont des positions différentes sur ce sujet de la présence de salariés administrateurs dans les conseils. En outre, il faut espérer et encourager, accompagner les syndicats et les collaborateurs dans cette direction pour qu'ils puissent prendre la mesure de l'importance de cette transformation et aider, encourager les salariés à prendre des responsabilités en devenant administrateurs de leur société, et puis aussi à les former et à les accompagner dans l'exercice de ces responsabilités.
Sur ce sujet, en parallèle aux recherches que nous avons menées sur l'entreprise, nous avions animé des enquêtes qui ont donné lieu à ce que nous avons appelé les assises des administrateurs salariés. Les enquêtes que nous avions menées à l'époque, en 2015 et en 2017, nous avaient montré que la présence nouvelle d'administrateurs salariés dans les conseils était globalement appréciée et jugée positive dans nombre de conseils. Néanmoins, elle nous avait attiré l'attention sur la prudence nécessaire et le temps nécessaire pour s'adapter à de telles évolutions. En effet, il est nécessaire de faire évoluer en parallèle les mentalités des dirigeants, des syndicats et des salariés. Cela requiert du temps, cela requiert des déplacements de part et d'autre, et notre recommandation à l'époque était d'avancer fermement, mais progressivement, en prenant une nouvelle fois en compte la dimension historique et le temps de son déploiement. Je vais terminer en ajoutant un dernier élément qui est mentionné par l'évolution du Code civil, article 1833. Vous voyez que nous avons parlé essentiellement des salariés et des dirigeants, et probablement il reste un problème qui reste à traiter portant sur la prise en considération des enjeux environnementaux d'entreprise. Et là, je pense qu'on pourrait y revenir pendant les questions. C'est un sujet qui probablement dépasse le point auquel nous conduit actuellement la loi. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions et de préciser telle ou telle. Oui, Philippe Lassard a 3-4 questions pour commencer, et puis ensuite, il y en a certains participants qui ont d'ores et déjà demandé à prendre la parole. Roger, merci de cet exposé très riche. Je pense qu'à ce stade, il est peut-être nécessaire de clarifier l'intention générale des partisans de la raison d'être. À la base, si j'ai bien compris, il y a une critique forte des méfaits du capitalisme financier. Cela peut vous conduire assez naturellement dans le camp des anticapitalistes un peu forcenés. Quel en est-il? Voulez-vous en finir avec le capitalisme ou au contraire l'arranger, l'améliorer? Quelle est votre position? Alors, j'ai une position mitigée à l'égard du capitalisme financier. Je me plais à rappeler que le capitalisme financier tel qu'il se développe depuis 20 ans est un facteur d'équité sociale. Je m'explique. Quand j'étais jeune, pour monter une entreprise, quand on n'avait pas de patrimoine familial, c'était pratiquement impossible. Aujourd'hui, n'importe qui a une bonne idée trouve des fonds. En ce sens, la finance telle que nous la connaissons est un facteur d'équité sociale. Point positif. À l'inverse, je crois que la manière dont le pouvoir s'est concentré aux mains des acteurs financiers et aussi la manière dont ils l'ont exercé avec force et fermeté a en quelque sorte rompu cet équilibre que j'ai mentionné au début et que défendaient les dirigeants américains depuis les années 60 jusqu'à la fin des années 80. En ce sens, il me semble qu'on a fait face à des excès dans la manière dont la finance exerçait son pouvoir sur l'entreprise. Néanmoins, je crois qu'il faut bien sûr reconnaître le rôle incontournable des actionnaires. En même temps, il faut bien qualifier leur rôle. Je crois qu'il faut en particulier différencier l'actionnaire qui investit, qui souscrit à une augmentation de capital et qui, par là, rend possible un projet entrepreneurial de celui qui achète une action en bourse pour la revendre quelque temps plus tard. De la même manière, nous avions défendu l'idée que le terme d'actionnaire qui est associé à une participation à une société ne trouve vraiment son sens qu'en fonction de la durée de détention des actions. À cet égard, je pense qu'on peut considérer que quelqu'un qui détient une action pendant quelques jours, voire pendant quelques heures, voire même éventuellement quelques semaines, ne peut pas être considéré comme un partenaire ou un associé à la société. Donc, vous voyez que la critique de la finance est qualifiée.
Je crois que ce qui nous motive avant tout, c'est surtout de préserver et de maintenir cet incroyable outil qu'est cette institution qu'est l'entreprise, qui me paraît essentielle. Et j'ajouterais non seulement sur le plan économique, dans sa capacité à répondre aux besoins de la société, mais j'ajouterais aussi sur le plan politique, au sens où nous sommes dans des sociétés qui s'insularisent, hein, l'archipel des individus, comme dit un auteur bien connu, et que l'entreprise est un lieu un lieu d'apprentissage du politique au sens le plus noble du terme, où les collaborateurs eh bien, sont invités à construire un avenir commun, et c'est cela, en cela, la dimension la plus fondamentale du politique. Une deuxième question de contexte. Il est de fait que depuis le vote de la loi Pacte, le contexte général s'est complètement modifié. Ne craignez-vous pas que les entreprises qui luttent pour leur survie actuellement considèrent la question de leur raison d'être comme étant totalement métaphysique? Alors, c'est sûr que quand on fait face à une trésorerie qui s'étiole, on a probablement d'autres soucis que de réfléchir à la raison d'être. Mais dans le même temps, les entreprises d'ailleurs, les entreprises, et pas seulement les entreprises, les institutions publiques, se sont rendues compte de l'importance de la mobilisation des salariés. Et on a vu des choses assez extraordinaires. Et bien sûr que les entreprises probablement ne s'occuperont pas de dénoncer leur raison d'être dans les semaines qui viennent, mais je pense que la crise pourra contribuer à les aider à prendre conscience de l'importance de cette mobilisation collective à laquelle la raison d'être peut contribuer. Aude, est-ce que tu veux répercuter les questions de l'assistance via Internet, hein? Oui, alors moi j'avais 2 questions de Laurent Flalot des Échos. Soit il se manifeste tout de suite dans la messagerie et il les pose lui-même, soit je les lis parce qu'il me les a envoyés par écrit. Donc, ben, écoutez, je vais les lire. Il y en a une pour vous, Président, je pense. Je vous ai particulièrement adressée. Alors, il nous dit, Laurent Flalot, éditorialiste aux Échos, 2 exemples très récents, l'OPA de Veolia hostile par Suez, les tiraillements de la gouvernance chez Danone, prouvent la difficulté, même pour des entreprises très engagées sur le sujet, d'éviter les contradictions intrinsèques entre leur volonté d'apporter du sens à leur activité et les impératifs parfois féroces de la vie des affaires. N'y a-t-il pas un malentendu de départ sur le contenu d'une raison d'être qui mène tout droit à la critique dans l'opinion publique du purpose washing, même lorsque les intentions de départ sont bonnes? Peut-on l'éviter et comment? Je ne suis pas trop surpris de cette question, Monsieur Flalot, bien évidemment. Eh bien, non. Il n'y a aucune contradiction entre une vision du rôle élargi de l'entreprise et le fait d'initier une opération financière ou boursière. Je vais, pour bien me faire comprendre, peut-être reprendre la question qui était posée à Baudouin Roger il y a quelques minutes, la première question. Il lui était posé la question, est-ce que, avec vos idées, vous êtes un peu contre le capitalisme? Baudouin répondait ni oui ni non. Moi, je vais être très clair. Cette idée de vision élargie de l'entreprise traduit entre autres par la formulation d'une raison d'être et son usage derrière, elle n'est pas contre le capitalisme, elle est pour le capitalisme. Elle affirme que l'économie de marché et l'existence des entreprises a permis beaucoup de choses dans les sociétés qui les ont développées. D'abord, elle a apporté la prospérité. Et je pense que personne ne met en doute que l'apparition de cette politique économique a apporté la prospérité aux populations. Elle a apporté aussi l'épanouissement de ceux qui s'y engageaient. Et elle continuera à le faire à une condition, c'est qu'elle soit utile, ces entreprises et ce système économique, à une très large majorité de la population. Et la vision élargie de l'entreprise, c'est fait pour rappeler aux entreprises qu'elles n'oublient pas que leur rôle et que leurs bienfaits concernent une large partie des gens qui s'engagent avec elles, et pas seulement quelques-uns, et notamment toutes leurs parties prenantes. Et que donc ça sert, et c'est peut-être même
l'avenir de ce système économique de l'économie de marché qu'on appelle aussi le capitalisme. Pour répondre plus précisément à votre question, Monsieur Flalot, cette vision élargie de l'entreprise, elle n'a pas pour objet, parce qu'elle en serait bien incapable, de transformer le monde tel, tel qu'il est, le nôtre aujourd'hui, en monde des bisounours. L'âpreté de la compétition économique mondiale ne va pas diminuer avec cette vision. Et le fait que ce système d'économie de marché attire de plus en plus de gens, de pays, de peuples, pour justement construire à leur tour leur prospérité, va certainement conduire à maintenir, voire à accentuer la compétition. Pour une entreprise, le fait de se doter de cette vision élargie, d'une raison d'être, va la renforcer, cette entreprise, dans cette compétition. Elle va lui apporter le soutien de tous ceux qui s'engagent avec elle. Bien sûr, les salariés, les actionnaires, mais aussi les clients, les territoires, les générations futures, parce que les grandes entreprises transcendent les générations, la planète. Bref, tous ceux qui ont intérêt à ce que l'entreprise existe, à condition que tout cela, on leur apporte des preuves que l'entreprise leur est utile. Moi, je suis persuadé que c'est le cas, mais pour beaucoup d'acteurs, ils ne perçoivent pas ces preuves-là. La raison d'être permet de ne pas oublier d'apporter des preuves du service par l'entreprise, des intérêts de toutes ces parties prenantes, et parfois du fait de devoir arbitrer lorsque ces intérêts sont contradictoires ou opposés. Et c'est donc bien de pouvoir muscler les entreprises en solidarisant leurs parties prenantes autour d'elles pour les soutenir que cette notion me paraît importante. Et elle est donc non seulement pas du tout contradictoire avec l'accroissement de la compétition mondiale, mais elle est faite pour muscler et renforcer les entreprises. Et c'est bien le cas du projet de rapprochement que Veolia a vis-à-vis de Suez, puisque, il faut bien rappeler le contexte, l'actionnaire principal de Suez a mis en vente sa participation. Donc Suez va changer d'actionnaire principal. Et la question qui se pose, ce n'est pas est-ce que Suez aurait pu continuer comme avant, ou bien de devoir faire face à une supposée agression de Veolia. La question qui se pose, c'est désormais qui va être l'actionnaire principal de Suez. Et bien évidemment, avec une telle participation de plus de 30%, un tel actionnaire, il a un projet. Il ne va pas ainsi acheter cette participation en attendant de voir comment ça se passe. Il a un projet. Quel est le meilleur projet dans le cadre de la réalité, à savoir que Suez va changer d'actionnaire principal. Veolia a défini un projet industriel, celui de rassembler les forces des deux entreprises pour constituer ce grand champion de la transformation écologique, celui qui va être le plus capable d'inventer les solutions qui manquent encore pour gagner cette transformation écologique, pour en faire un succès, celui qui va être capable de pouvoir diffuser et dupliquer dans le plus grand nombre l'ensemble des solutions qui existent déjà. Un projet industriel qui a l'avantage d'être français, d'abord, parce que la question se pose de savoir aussi si Suez restera français ou pas, puisque son contrôle est aujourd'hui mis en vente. Et donc de comparer les différentes solutions qui se proposent à cette entreprise, un projet industriel autour de Veolia ou avec Veolia, ou bien une alternative qui peut être un projet financier ou un autre projet industriel, qui sait, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je pense que la raison d'être que Veolia a formulée il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui consiste à faire de cette entreprise l'outil industriel permettant de gagner la transformation écologique que le monde réclame aujourd'hui, que le projet de rapprochement avec Suez, le projet d'intégration des équipes des deux entreprises, de leur mixité, répond parfaitement à cette raison d'être de notre entreprise et est utile, et particulièrement utile pour les parties prenantes des deux entreprises, les actionnaires, les clients, les salariés, la planète et l'ensemble de leurs fournisseurs également. Et donc, il n'y a aucune incompatibilité, puisque les deux entreprises sont cotées, il faut bien passer par une opération boursière, mais encore une fois, on juge un projet à son utilité
à quoi l'entreprise est-elle utile, à qui est-elle utile, dans le présent et dans le futur. Et j'ai la faiblesse de penser que le projet de rapprochement que je porte est justement utile, particulièrement utile aux deux collèges de parties prenantes. Merci, Président, de toutes ces précisions tout à fait nécessaires et utiles. Je vais revenir. Je l'espère. Au cœur de notre sujet sur la raison d'être et la gouvernance, en tout cas. Et puisque vous êtes chef de file de ces sujets-là pour le patronat, c'était assez important que vous expliquiez. Je vais revenir pour des questions à Baudouin-Roger. Donc toujours Laurent Flalot, qui vous pose cette question, Baudouin-Roger. Il dit « Un sondage réalisé par le BCG juste avant le vote de la loi Pacte montrait que la raison d'être et l'entreprise à mission étaient avant tout majoritairement perçues par les managements comme un levier de réputation auprès des talents et des clients, et qu'en revanche, l'impact sur la conduite des affaires et la façon de la faire évoluer demeurait plutôt flou. Pensez-vous que les entreprises qui ont depuis formulé leur raison d'être ont pris en compte toutes les implications qu'elles supposaient dans leur gouvernance et leur gestion quotidienne, ou se sont-elles contentées d'un effet d'image? Alors c'est une question qui revient souvent dans nos questions qui l'ont posée en anticipation de notre conférence. Alors attendez 2 secondes, on refait la manipulation pour vous permettre de répondre et qu'on vous entende surtout. Là, vous pouvez activer votre micro, Baudouin-Roger. Voilà, écoutez, je vous remercie de cette question. Dans le cadre de mon propos, j'ai effectivement mentionné cette ambivalence de la manière de mobiliser la raison d'être en disant elle peut être une manière de bannière marketing, un outil de communication, et auquel cas son pouvoir transformateur sera assez faible, et que, au contraire, j'ai esquissé la manière dont une société qui prend au sérieux le projet d'énonciation des raisons d'être doit non seulement expliciter l'énoncé, mais aussi l'associer à un travail qui mobilise les salariés et les parties prenantes et qui ensuite la décline avec des indications sur la portée de cette raison d'être sur les différentes parties prenantes, voire même des outils de soutien et de suivi. Et j'ai évoqué des indicateurs, des incitations et des engagements précis chiffrés. Voilà. Et donc, très clairement, il est possible que, et je dis, qu'un certain nombre d'entreprises s'emparent de cette nouvelle notion pour faire de la communication. Mais je crois que j'ai d'ailleurs évoqué le côté positif. Si elles s'en emparent, c'est qu'elles ont bien perçu que ça correspondait à des attentes. Là où, à mon avis, elles se trompent, c'est si elles pensent que la simple énonciation d'une raison d'être sera suffisante pour répondre à ces attentes. Et je pense qu'après avoir énoncé leur raison d'être, elles engageront le processus plus profond tel que je l'ai décrit. J'aimerais rajouter quelque chose, Baudouin, si vous le permettez. Une raison d'être, vous avez raison, c'est pas un motto, c'est pas un slogan. Et ça ne peut pas du coup être le résumé en 2-3 lignes d'une mission d'entreprise. Si elle mérite ce nom, c'est qu'elle doit préciser à quoi l'entreprise veut être utile, à qui elle veut l'être, mais aussi comment elle veut l'être. Et éventuellement, comment elle arbitre le service de ces différents intérêts qui s'engagent avec l'entreprise. Et ceci, je crois qu'on ne peut pas le faire en quelques lignes. Chez Veolia, nous nous sommes essayés avec le conseil d'administration à formuler cette raison d'être, comme je vous l'ai dit, et nous n'en sommes pas sortis à moins de 2 pages pour pouvoir justement correctement expliquer cela et bien relier les choses entre elles. Et que donc, pardon, merci. Et que donc, effectivement, c'est un travail un peu long et c'est une formulation qui ne peut pas facilement se résumer en quelques lignes. Ceux qui l'ont fait, ensuite, s'efforcent de l'utiliser comme, je dirais, une boussole
pour définir leur stratégie, mais également pour affiner la gouvernance de leur entreprise. On en est au tout début de ce processus. Beaucoup de choses sont encore à peaufiner, et notamment ce que j'appelais tout à l'heure le fait d'apporter des preuves aux différentes parties prenantes, que l'entreprise veille à les servir et à ne pas en oublier certaines, et cherche à pouvoir traiter leurs attentes avec le même niveau d'exigence. Euh, Par exemple, aujourd'hui, pour apporter des preuves, il est souvent nécessaire d'apporter des chiffres, de s'engager sur des objectifs chiffrés et de publier, après les avoir fait vérifier d'ailleurs, si oui ou non l'entreprise est capable de tenir ses engagements. Je sais bien que la gouvernance par les nombres a toutes ses limites. C'est une première voie pour montrer que l'entreprise garde sa raison d'être en tête comme boussole de sa stratégie. Il y en a certainement d'autres, et je pense qu'il y a beaucoup encore de travail académique qui devrait être mené pour, notamment sur ce thème de la gouvernance et sur cette idée de comment apporter des preuves à l'ensemble des parties prenantes que l'entreprise vise bien à les satisfaire tous, et cherche les bonnes règles ou les bonnes méthodes d'arbitrage entre les intérêts de chacune d'entre elles, s'il y a parfois conflit pour satisfaire toutes les parties. Voilà. Merci, Président. Baudouin-Roger, je vais revenir à, vous parliez de la société à mission, et nous avons un membre de notre réunion, Martin Richet, visiblement que vous devez connaître, puisqu'il s'adresse à vous en disant: Baudouin, tu n'as pas parlé de la qualité de société à mission. La vois-tu comme un domaine séparé, ou est-ce que la raison d'être est un chemin d'accès vers la société à mission? Alors, est-ce que je peux me permettre de poser encore une deuxième question, comme ça vous répondez aux deux questions. Un autre participant, Patrick Fusillé, pose la question: quelles sanctions pour les entreprises engagées statutairement dans la raison d'être et qui connaîtraient des manquements avérés? Il y a d'autres questions, mais déjà, je vous laisse la parole, non sans avoir fait la petite manipulation. À partir de maintenant, vous pouvez... Voilà, effectivement, la société à mission, qui est l'une des dispositions prévues par la loi Pacte, qui est en quelque sorte le troisième étage de la loi Pacte, puisqu'il y a d'abord l'énonciation d'une raison d'être, deuxième étage, l'intégration de la raison d'être dans les statuts, qui suppose un vote en Assemblée générale, et la troisième étage, la loi Pacte établit un nouveau statut de société, société à mission, qui suppose que l'entreprise ait défini sa raison d'être, l'est insérée dans son statut, mais est aussi s'engage à avoir un organe de contrôle de la mission qui produit un rapport régulier. Et donc, si vous voulez, les sociétés à mission, c'est l'engagement le plus profond, en quelque sorte, qui est lié à un statut particulier d'entreprise. Alors, probablement, ce statut profitera-t-il ou sera mobilisé par des entreprises de taille plus petite ou moyenne. Et je dois dire qu'il y a aujourd'hui une communauté des entreprises à mission qui est extrêmement active. Alors, je ne connais pas le nombre précis des entreprises qui en font partie, mais c'est plusieurs dizaines, plus d'une cinquantaine peut-être, et que donc un grand nombre d'entreprises de taille petite et moyenne s'intéressent de manière très précise à ce statut. Alors, et là, on donne en quelque sorte, on mobilise l'ensemble des outils qui permettent non seulement d'énoncer la raison d'être sous la forme d'une mission, mais aussi de s'assurer institutionnellement qu'on a les moyens de contrôler de l'exécution de cette mission. Alors, concernant les recours juridiques, alors, c'est toujours la question qui est posée. Je rappelle qu'elle avait déjà été posée à l'occasion de la loi de vigilance. Les entreprises étaient interrogées, mais alors est-ce qu'on va être interpellé par le juge parce que nous n'avons pas pris toutes les dispositions
permettant de… Alors, d'abord, il semble que ce soit assez rare. Ce qui est vrai, c'est que un texte écrit, il a une valeur juridique, et lorsque la raison d'être est incorporée dans les statuts, elle a un poids d'autant plus important, et elle peut donner un point d'appui, notamment à un dirigeant qui fait face à des actionnaires qui rentrent dans son capital et qui veuillent détourner un petit peu le projet d'entreprise, et ça peut s'avérer extrêmement utile. Alors, les juges, toute la question, c'est de savoir, d'abord c'est assez incertain, parce qu'on ne sait pas la manière dont les juges vont se saisir de cette nouvelle notion et de la manière dont ils vont l'appliquer. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas tellement de raison d'avoir des craintes aujourd'hui, me semble-t-il. Voilà. C'est bon. Voilà. Oui, deux questions sur le thème de notre soirée, raison d'être et gouvernance. Sur la place du PDG, de la direction, les choses peuvent-elles vraiment évoluer tant que les mandataires resteront révocables par le conseil d'administration dominé par les actionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas là un nœud? Oui, alors je crois quelque chose d'assez sain à ce que le mandataire social soit révocable, et quelque chose d'assez sain aussi à ce qu'il y ait une instance unique qui prenne la responsabilité de le nommer. Alors, c'est sûr que il faut avoir un certain courage. Il faut avoir un certain courage. En même temps, le mandataire n'est pas tout à fait seul. Il est entouré d'administrateurs, et donc qui le nomment, qui sont nommés eux-mêmes par l'Assemblée générale. Et donc, néanmoins, c'est sûr que on est dans la vie, quand on exerce des responsabilités, il faut avoir un certain nombre de convictions et être prêt à les défendre. Je pense que qu'est-ce qui me parlait d'un ami, d'entreprise dont on me parlait, dont le mandataire social est démissionné parce qu'on lui a demandé, elle faisait 14% de profit, 14% du chiffre d'affaires en profit, et le dirigeant étranger demandait, il faut que vous fassiez quelques réductions de coûts pour monter encore un peu. Et le dirigeant dit, écoutez, moi, ça, c'est pas ma tasse de thé, je ne mets pas. Alors après, il faut du courage, et bien sûr que c'est délicat, mais néanmoins, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour amoindrir ce levier, cette sécurité. La logique de la raison d'être ne conduit-elle pas quasiment naturellement à inclure dans les conseils d'administration les représentants des salariés? Et à vos yeux, est-ce que les acteurs sont mûrs pour une telle évolution? Alors, je l'ai un peu dit, parce qu'on a quand même rencontré pas mal d'administrateurs salariés dans le cadre des assises de préparation. On a aussi rencontré toutes les organisations syndicales. C'est vrai que les positions sont diverses. Il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui sont prêtes ou qui se préparent activement et qui sont très demandeuses, qui ont bien perçu l'importance et les possibilités offertes par cette nouvelle disposition. Après, il y en a d'autres qui sont plus réticentes, voire même sur le principe opposé. On n'est pas là pour participer à la direction, chacun fait son job. Je crois que ces positions-là pourront évoluer, notamment lorsqu'ils se rendront compte de l'importance et des effets de la participation de salariés à la gouvernance. Robert Leblanc, qui est président de AON, a posé une question. Je crois que c'est le seul président de l'Institut d'entreprise à être venu ce soir. Je suis désolé de prendre votre place en venant ici, mais j'ai compris qu'il fallait se plier à des règles de l'audiovisuel, et j'étais un peu frustré en étant présent de ne pas pouvoir dire un mot. Benoît, mille merci. Moi, je suis actif au comité Médicis, qui est un think tank sur les questions de gouvernance, et on travaille en ce moment justement sur la raison d'être. Et Médicis travaille pour Amundi, qui est un investisseur, le premier européen. Donc l'angle qui m'intéresse là, c'est celui de l'actionnaire et de l'Assemblée générale. Dans les réflexions sur la gouvernance, je trouve qu'on fait un peu l'impasse sur l'Assemblée générale. Les administrateurs dont on a beaucoup parlé, tu as parlé du conseil d'administration, ils sont ratifiés en Assemblée générale. Donc le pouvoir reste quand même aux mains des actionnaires.
quelle est la solution dans la vision que tu portes d'une gouvernance qui fait plus de place aux différentes parties prenantes? Et je partage volontiers cette vision d'élargir le cercle de ceux qui ont leur mot à dire sur l'avenir de l'entreprise. Comment le concrétiser par rapport aux assemblées générales qui restent quand même l'organe de ratification de ce qui est proposé en conseil d'administration? D'abord, je ne suis pas juriste, mais probablement Jean-Philippe pourrait me corriger, mais il ne me semble pas que l'Assemblée générale ratifie la stratégie. Elle nomme les administrateurs, elle vote sur le dividende qui est proposé par le conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui ratifie la stratégie. Alors néanmoins, c'est vrai que l'Assemblée générale, c'est elle qui détient le pouvoir ultime, notamment de nommer les administrateurs. Alors, la précision que je voudrais ajouter m'amène à revenir sur le rôle des administrateurs et peut-être à le préciser. L'actionnaire entend qu'il apporte une somme d'argent, un capital, qu'il met dans la société. Oui, il a une contribution qui est essentielle. D'abord parce qu'il fait un travail très important pour la société, qui est un choix d'allocation de ressources. Il choisit d'investir dans telle société et pas dans telle autre. Et s'il se trompe, il va en quelque sorte induire un groupe de personnes à travailler en pure perte puisque le projet ne sera pas économiquement viable. Donc, vous voyez que le travail d'allocation du capital est un travail très important qui incombe à l'investisseur. Ensuite, lorsqu'il investit dans son rapport à la société, il apporte de l'argent. De l'argent qui a une caractéristique, c'est de pouvoir se transformer en n'importe quoi. Il peut acheter n'importe quoi. Et cette indétermination de l'argent montre que ce que fait l'actionnaire en apportant de l'argent, c'est qu'il rend possible le projet entrepreneurial. Après, cela le rend-il légitime pour décider des orientations de ce projet? Je pense qu'il l'est dans un certain nombre de cas, mais il l'est parce qu'il a travaillé au projet. C'est-à-dire, il a discuté avec le dirigeant, il a porté son point de vue, voire même il est devenu administrateur, voire même il est devenu actionnaire majoritaire et dirigeant de son entreprise. Mais c'est bien en tant qu'il est engagé dans le projet et qu'il y contribue en sens du travail qu'il est légitime à décider. L'actionnaire entend simplement qu'il apporte une ressource totipotente, eh bien, je crois que le droit lui reconnaît des prérogatives qui sont de nommer des administrateurs, de voter le dividende et toucher les dividendes. Je ne suis pas sûr qu'il ait en soi une légitimité supérieure. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, c'est que même les administrateurs, en Assemblée générale, un grand nombre de votes sont téléguidés par des agences en notation et donc les actionnaires n'ont même pas le travail d'analyser la société pour avoir un vote éclairé. Ils se fient à des agences qui donnent des indications. Donc vous voyez que l'actionnaire lui-même se met un petit peu en dehors des processus décisionnels et donc je pense que il n'est pas très important que ces prérogatives restent limitées. Alors après, il y a une question que j'ai cru entendre, mais je ne suis pas sûr d'y avoir répondu. La question, c'est qu'en est-il des questions de la prise en compte par la raison d'être et des questions environnementales ou plus larges que l'entreprise? Là, je crois que, très honnêtement, c'est un sujet qui reste à creuser. Alors, il y a différents points de vue. Au Collège des Bernardins, on a davantage défendu la spécificité de la partie prenante salariale, les collaborateurs, en disant qu'il y a deux parties constituantes. Alors, on a dit, mais c'est peut-être un petit peu irénique, que déjà, s'il y a des salariés dans les conseils, ces salariés ils sont aussi citoyens, riverains, et donc ils vont se préoccuper un petit peu plus que l'investisseur anglo-saxon des considérations environnementales liées à l'activité de l'entreprise. Néanmoins, c'est certainement insuffisant. Alors, faut-il aller jusqu'à confier des sièges au conseil d'administration à des représentants des parties prenantes, des ONG? Ça peut s'envisager. Peut-être même dans un certain nombre de cas, ce serait pertinent. Je pense que dans nombre de cas, on devrait aller davantage vers des comités
des parties prenantes au sein du conseil d'administration et avec la publication d'un rapport, éventuellement un rapport obligatoire, donnant l'état de la question et le travail de ce comité, les amenant à consulter directement les parties prenantes. Mais là, je crois qu'il y a réellement un chantier important qui reste à creuser. J'ai deux autres questions de participants. La première, Annie Sauvager, qui dit, je cite, « Ce qui me semble nouveau par rapport à la mission est cette richesse de définition et surtout, si j'ai bien compris, l'implication des parties prenantes dans la rédaction. » Ce que vous avez expliqué. Quelles recommandations pratiques avez-vous sur ce point? Autre question, Jean-François Rimoux. La mission et la raison d'être doivent-elles transcender les dirigeants de l'entreprise dans le temps? Est-ce le moyen de les différencier des stratégies? Alors, après, pour répondre à la seconde question, je crois que effectivement, la mission et la raison d'être, si elles sont vraiment dignes de ce nom, elles doivent représenter le distillat, l'essence même du projet entrepreneurial, et donc, par nécessité, survivre aux différents dirigeants. Et donc, par contre, souvent, les dirigeants ont un facteur important, puisque ce sont eux qui façonnent l'entreprise et donc c'est normal c'est légitime qu'ils déterminent la raison d'être. Par contre, si la raison d'être devait changer avec chaque dirigeant, elle perdrait sa qualité de raison d'être, par définition. Après, les recommandations sur l'élaboration de raison d'être et de mission, je crois que si on comprend bien que l'efficience d'une raison d'être, c'est sa capacité, d'une part, à mobiliser les collaborateurs et puis aussi à matérialiser, à écrire dans le dur les références qui gouvernent le projet entrepreneurial, eh bien, bien sûr, il faut y associer largement les parties qui sont directement impliquées, et puis aussi, comme l'a dit Antoine Frérot, décliner de manière aussi précise que possible les conséquences et les attentes qui correspondent à cette mission dans les différents registres d'action. Et donc, on a mentionné d'indicateurs, etc. Je voulais revenir un peu sur l'appropriation par les entreprises de l'intérêt général. On parle de réduction de l'empreinte carbone, de la réduction des inégalités. Est-ce qu'il n'y a pas là une défausse actuellement de l'État sur le dos des entreprises de questions qui relèvent de ses prérogatives? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance justement à faire supporter aux entreprises des missions pour lesquelles elles ne sont pas faites? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que sur ces registres-là, l'entreprise est incontournable. L'entreprise est partie du problème, mais elle est surtout partie de la solution sur toutes ces questions-là. Donc, elles ne peuvent pas ne pas être impliquées. Après, l'État est légitime à donner des cadres réglementaires et à orienter l'action des entreprises. Après ça, il ne peut pas, en aucun cas, il ne peut s'agir de se défausser de la responsabilité. Par contre, encadrer l'activité d'entreprise de manière législative ou réglementaire, ça me paraît assez légitime. Alors, oui, il y a toujours une articulation entre l'économique et le politique, et je crois qu'il est bon que le politique garde la main haute. Et je veux dire que c'est un petit peu inquiétant lorsqu'on voit des dispositions dans les traités internationaux où on voit que les États se lient eux-mêmes en s'engageant sur un cadre réglementaire stable et qui puisse être mis en question si les évolutions de ce cadre se traduisaient par des moindres profits pour les entreprises. Ça, je pense qu'il faut maintenir une primauté du politique sur l'économique. Il vous arrive de considérer les salariés comme, à l'instar des actionnaires, comme des investisseurs. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion? En quoi un salarié s'investit dans l'entreprise alors qu'il est sûr, en fin de compte, de toucher sa rémunération à la fin du mois et qu'il est protégé par le droit du travail? Quel est son risque? Alors, deux choses. Là, vous comparez le risque du salarié et le risque de l'investisseur. Alors, d'abord, sur le risque du salarié, d'abord,
C'est vrai qu'il est payé à la fin du mois et en cas de difficultés financières, il est parmi les premiers payés. Néanmoins, deux choses. D'abord, le risque, il y a un risque lié aux compétences spécifiques. Ce n'est pas évident, lorsqu'on a une compétence spécifique, de retrouver du travail dans un domaine particulier. En outre, j'aime à citer Marcel Mauss qui dit ceci. En gros, l'employeur le travailleur a donné sa vie pour une partie de sa vie à celui qui travaille. Quand il travaille, il consacre une partie de sa vie. Et celui qu'il a payé pour ce travail n'est pas quitte envers lui par le simple versement du salaire. Donc, vous voyez, il y a dans la relation employeur-salarié, ça n'est pas seulement une relation commerciale. Il y a des vies qui s'engagent et donc il y a des risques. Et d'ailleurs, on le voit et c'est toujours d'abord très heureux et très touchant de voir l'attachement. Malheureusement, c'est souvent des situations douloureuses qu'on le mesure, mais l'attachement très profond des salariés à leur entreprise. Alors, à l'inverse, vous dites effectivement, le risque des salariés est moindre que l'actionnaire, puisque lui, il peut perdre son argent. Alors d'abord, il peut perdre son argent, c'est le dernier payé en cas de dépôt de bilan. Alors je crois que j'avais lu un article de Jean-Philippe Probet qui mentionnait quand même que c'était un petit peu hasardeux comme argument, parce que le dépôt de bilan, c'est comme une situation assez exceptionnelle et que ce n'est pas la vie courante. Donc on ne peut pas arguer de cette situation-là pour régler une situation courante. J'ajouterais quand même deux autres éléments. Là encore, il faut différencier l'actionnaire qui investit en faisant un apport au capital à une société dans le but d'une création ou d'un développement d'entreprise. Effectivement, il encourt un risque entrepreneurial. Si demain, donc là, j'investis 100 000 € dans la boulangerie de mon cousin, si j'investis 100 000 € dans Veolia pour acheter des actions Veolia, je prends un risque patrimonial, mais qui n'est pas du tout de la même nature. Et donc, bien sûr, je risque de perdre mon argent, mais je ne pense pas qu'on puisse dire l'actionnaire risque de perdre son argent, le salarié n'a pas le même risque. Je crois qu'il faut comparer le risque de l'apporteur en capital à un projet entrepreneurial. Lui, il est réel, et je crois que c'est très légitime qu'il soit rémunéré. Alors, vous voyez, pour juste éclairer cette distinction entre l'investisseur dans le cadre d'un IPO, je crois que j'avais lu un article, je crois que la dernière augmentation de capital de Apple, donc 1 000 milliards de capitalisation, c'était 90 milliards de dollars en 1987. Donc vous voyez que le grand nombre de nos actionnaires sont des investisseurs qui ont acheté sur le marché secondaire. Donc ils ne sont pas investisseurs au sens investisseurs à risque sur un projet entrepreneurial, ils sont à risque patrimonial parce qu'ils investissent sur des supports qui sont cotés. Peut-être qu'on s'achemine un peu vers la fin, là, mais quel est le degré d'urgence que vous mettez à ce sujet? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à une sorte d'obligation, en tout cas aux entreprises, d'y réfléchir, en tout cas de façon sans attendre? Alors, oui, vous avez raison de dire ça. Alors, d'abord, je pense que beaucoup d'entreprises vont y aller spontanément. Je pense que dans cette matière, d'abord, les obligations sont toujours un aveu de faiblesse. Et surtout en cette matière où, justement, il faut susciter une mobilisation des dirigeants, des administrateurs, des salariés, des représentants syndicaux. La méthode forte n'est pas particulièrement appropriée. Alors, faut-il aller vite? Oui, il faut aller vite, mais il faut laisser du temps au temps. C'est aux acteurs qu'il appartient de conduire cette évolution. Et je ne suis pas sûr que des dispositions réglementaires, fussent-elles des incitations financières, soient importantes. Alors, je sais que le ministre des Finances a associé, je crois, conditionné en partie les garanties de prêt aux entreprises disposant d'une raison d'être. Alors, je ne sais pas comment interpréter cette position. D'abord, je me réjouis que le ministre des Finances ait voté cette loi et porté cette loi, ce qui n'était pas tout à fait évident il y a quelques années. J'interprète davantage ce lien entre garantie de prêt et raison d'être comme
une disposition d'ordre politique. C'est vrai qu'on apporte des aides aux entreprises, les syndicats disent ce serait légitime qu'il y ait des contreparties. Bon, voilà, on essaie de trouver des contreparties, mais je ne pense pas qu'il faille aller trop loin dans ce sens-là. Voilà. Nous acheminons vers la fin de cette conférence très riche, passionnante. Je vous en remercie, Baudouin Roger. J'espère qu'elle a répondu aux attentes de nos nombreux participants. Je pense qu'il va y avoir des frustrations parce qu'il y avait encore beaucoup de questions, mais malheureusement, nous nous sommes engagés vis-à-vis de l'Académie de sciences morales et politiques à quitter les lieux à 19h30 parce que vous savez tous que nous avons donc le couvre-feu, pardon. Monsieur Frérot, je vais vous laisser le mot de la fin, la conclusion. Merci Aude, ça va être très rapide. Tout d'abord, bien sûr, pour remercier vivement Baudouin Roger. Cette conférence sociétale ce soir, c'était peut-être celle qui était le plus au cœur des préoccupations et des travaux de l'Institut d'entreprise depuis quelques années. Je vous rappelle que l'Institut d'entreprise s'est donné pour mission de réconcilier les Français avec l'entreprise, que notamment pour cette réconciliation, l'idée que l'entreprise est utile et qu'elle est utile à beaucoup d'acteurs qui s'engagent avec elle est un élément clé. Nous avons donc publié un premier travail qui s'appelait l'entreprise post-RSE, non pas parce que la responsabilité sociale et environnementale est dépassée, mais parce qu'il faut aller au-delà de cette responsabilité. Ça serait plutôt l'entreprise à objectif économique et social et environnemental qu'il faut viser. L'Institut de l'entreprise va continuer à travailler justement pour proposer des voies et méthodes afin de parvenir à cette entreprise à vision élargie. C'est dire si la conférence de ce soir était au cœur de nos travaux à l'Institut. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette conférence. Nous avons réussi à la tenir quand même dans ces conditions très, très particulières. Et je peux vous dire qu'ici, à quelques-uns dans cette grande salle de l'Institut, ça paraît un peu surréaliste. Mais encore une fois, mille merci, Baudouin Roger. Mille merci à tous ceux qui nous ont aidés à construire cette conférence et notamment à nos partenaires. À très bientôt pour une prochaine conférence, j'espère, dans des contextes plus satisfaisants et plus agréables. Bonne soirée à tous. Au revoir, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, Climat et Nature, prochain numéro, et en janvier, Gouvernance et raison d'être. Merci beaucoup, Baudouin Roger. Vous serez notre grand témoin dans le prochain numéro de Sociétal. Merci à tous. Au revoir.